conseiller, Monsieur le maire adjoint, Madame Hélène Da Silva, Monsieur Moussa Mané, Mesdames, Messieurs, en vos noms et qualités, nous vous remercions de bien vouloir accepter notre invitation aujourd'hui. Nous vous en sommes très reconnaissants. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, animé par M. Pape Kabo, ancien directeur exécutif de l'URSS, l'Union des ressortissants sénégalais de l'heure, président de l'Association pour l'intégration en France, expert consultant en organisation et gestion des institutions, est d'une importance capitale, très actualisée. Réfléchir sur le thème de la représentation des Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée nationale implique une responsabilité pour cette politique initiée par le président Macky Sall pour l'implication de la diaspora aux élections législatives et au-delà dans l'émergence du Sénégal. Nous vous invitons à terme de cette conférence à des résultats probants pour l'amélioration des choix des responsables qui seront amenés à siéger à l'Assemblée nationale. Je vous remercie et je passe la parole à M. Pape Kabo. Merci Madame Ndiaye pour la présentation très brève et qui en fait explique tout ce qui va en principe se passer cet après-midi. Tout d'abord, réitérer les remerciements adressés à Monsieur le ministre conseiller que Son Excellence M. Amadou Sène, ambassadeur du Sénégal à Paris, a dépêché auprès de nous pour qu'il vienne le représenter. Je remercie également M. Mohamed Gassama, maire adjoint du 20e arrondissement, pour le soutien apporté dans la logistique. Et à vous tous, en vos noms et qualités, comme elle l'a dit, vous adressez mes sincères remerciements pour vous être déplacés, pour venir échanger autour d'une question qui est d'une importance capitale pour le devenir de notre pays. Comme nous le savons tous, nous venons donc tout récemment de voter une réforme constitutionnelle nouvelle. Et donc, c'est ce qui va entraîner des changements extrêmement importants. Et je vous propose donc de vous présenter un document, une réflexion que l'on va partager ensemble. Tu es en haut. Voilà. Donc, la réflexion, pour la mener, donc la source, elle a été multiple. La première, parce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que c'est une question de droit. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un problème de droit. Ça a été à l'origine la réflexion qui a été portée des années durant pour appeler les autorités à prendre en compte une préoccupation ancienne qui est celle des travailleurs sénégalais établis à l'étranger. Il y a eu après la Constitution du Sénégal, celle qui était en vigueur. Par exemple, cette réflexion, je l'ai débutée en 1991. Je le disais tout à l'heure à Monsieur le ministre conseiller, en lui rappelant que c'est le doyen Salindongo et le consul général Feu Alioune Badara Kébé qui m'ont engagé, incité à poursuivre cette réflexion-là. Parce qu'en plusieurs occasions, j'avais interpellé l'ambassadeur de l'époque, son Excellence Massamba Sarré, qui était ambassadeur du Sénégal à Paris, pour lui faire comprendre, lui rappeler ce qu'il savait d'ailleurs, que dans beaucoup de pays aujourd'hui, la tendance était à l'implication de leur diaspora dans la gestion de leur pays. Et pour ce qui concerne le Sénégal, sa diaspora, en tout cas celle établie en France, avait entrepris un certain nombre d'efforts qui permettaient au pays de commencer à relever la tête. À partir de ce moment-là, il y avait une réflexion qui était en train d'être menée. C'était un code électoral qui était en cours de discussion. Et Madame le ministre délégué aux émigrés, Matassi Diallo, m'avait interpellé à l'époque, en disant que ça ne servait à rien
de faire de beaux discours pendant les réunions. Si vous voulez que les choses changent, il faut effectivement écrire à l'autorité qui est très à l'écoute. Donc vous voyez bien que c'est un combat qui a été commencé depuis bien des années. Si nous comptons le nombre d'années aujourd'hui, de 91 à aujourd'hui, ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle. Donc c'est pour dire que, comme on dit, la réussite est au bout de l'effort. Si nous n'avions pas été persévérants, jamais, ou en tout cas pas maintenant, on serait arrivé à une réforme constitutionnelle qui intègre cette préoccupation que l'on avait en tant que migrant. Donc, à l'élaboration du code électoral de 1992, que le président Feu Kéba Mbaye avait dirigé, tout le monde sait que ce code a été réputé consensuel. Parce que toutes les tendances politiques du Sénégal étaient présentes à l'élaboration de ce document, avaient participé aux discussions et tous avaient été unanimes pour saluer les efforts qui avaient été faits par le législateur comme pour matérialiser une revendication que l'on portait, que l'autorité avait prise. Pour ce qui me concerne, j'avais estimé que l'effort du législateur s'était arrêté à mi-chemin. Et on le verra tout à l'heure, je le démontrerai quand on y sera. Toujours dans les sources, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée. Sur quoi je me fonde pour vous faire la proposition que je fais et que l'on va partager tout à l'heure en réflexion. Donc c'est aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui explique comment cette Assemblée-là fonctionne, comment nos élus sont pris en charge et plein d'autres informations. Donc à la suite de ces documents-là, ça a permis de faire des propositions de mémorandum qui ont été défendues à ces périodes-là. J'ai marqué ces étapes parce qu'elles ont été très significatives chacune. 1993, c'est le moment où j'ai rencontré le président Kéba Mbaye pour parler avec lui de cela. Il était surpris, il me dit je comprends mieux pourquoi ce document, je comprends mieux aujourd'hui le document que j'ai lu. Donc pour dire que l'idée est pertinente, mais la présentation qui en était faite était une présentation à son sens, un peu trop syndical, c'est-à-dire un peu trop agressif. Ça pouvait se comprendre, c'était un jeune étudiant finissant, Sonko, qui attaquait une autorité, comme on sait bien le faire. On revendique, on crie, on hurle. Donc, il m'avait indiqué à cette époque-là, très sagement d'ailleurs, avec son beau sourire, je lui souhaite la paix dans sa tombe, qu'il fallait trouver un élu pour porter le projet. Il fallait trouver un élu pour porter le projet, parce que ce n'est pas un jeune cadre comme ça, quelqu'un qui est dans la périphérie, qui pourrait faire prospérer l'idée. Mais comme toute personne qui réfléchit, j'étais jaloux de mon idée. J'ai mis du temps. C'est pourquoi vous verrez de 97 à 2000 pour accepter maintenant l'idée d'aller confier l'idée à quelqu'un pour qu'il la travaille, pour qu'il la porte. Donc c'est pourquoi de 93 à 2000, je n'ai pas souhaité rencontrer quelqu'un parce que j'étais jaloux de mon idée. C'est sama khalat le manko gisma comme on. Donc c'était pas ça. Et quelque part, ça nous a un tout petit peu retardé. En 2000, donc c'est quasiment tous les élus qui ont été rencontrés. Et on le verra dans la conclusion tout à l'heure. Ces étapes sont importantes. 2000, ça correspond avec l'élection de Maître Abdoulaye Wade parce que j'avais attendu, ça ne s'est pas fait. Et donc quand Wade a été élu, étant un jeune cadre de son parti, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour faire le tour et rencontrer les personnes. Ça n'avait pas bougé, c'était une nouvelle élection. En 2001, on allait vers l'élection des députés et c'était prématuré pour un nouveau président lui demander de changer certaines choses. Et pourtant, il avait l'occasion, parce que c'est en 2000 qu'il a décidé de porter le nombre de députés de 120 à 130. Là, on avait raté le tournant. Mais ça pouvait également se comprendre. C'est seulement en 2005 que maintenant, avec le président Macky Sall, qui était à l'époque son premier ministre, j'ai rencontré donc les professeurs Madior Diouf, Iba Der Thiam, professeur Bathily, tous Sémou Pathé, paix à son âme, et le professeur Maguette Thiam pour échanger avec eux sur ce document qu'ils ont tous salué. Dans le document, il y a des rapports aussi qui ont permis son élaboration. Le rapport OCDE, le rapport de l'FMI, qui parlent justement de certaines préoccupations. Parce qu'en fait, là, comme on le voit, il n'y a pas que des problèmes juridiques, mais il y a aussi des problèmes économiques qui sous-tendent cette réflexion que je souhaite partager avec vous.
Le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous sommes dans un contexte où il y a une nouvelle constitution qui vient d'être adoptée. L'adoption d'une nouvelle constitution engendre un certain nombre de prises de mesures. Des mesures qui vont dans le sens de réformer le code électoral en vigueur. Comme vous pouvez le voir, le code électoral, j'ai plusieurs versions ici. À chaque moment de la vie, le code a été retouché. Plusieurs fois dans la vie, le code a été retouché. Encore plus maintenant où nous venons d'adopter une nouvelle constitution qui prévoit dans ses dispositions que les Sénégalais de la diaspora vont enfin pouvoir avoir des députés à eux dédiés. Donc notre réflexion d'aujourd'hui, ça va porter sur cette question-là. Donc je le disais tout de suite, il est important, il va falloir prendre des décisions. Des prises de décision par rapport à la question de la représentation des Sénégalais de la diaspora qui nous est dédiée. Parce que justement, c'est une réflexion qui a été mise. Le président propose de permettre aux Sénégalais de la diaspora, qu'il considère comme la 15e région, de pouvoir avoir des députés qu'ils vont choisir parmi eux. Donc aujourd'hui, notre réflexion, c'est aussi d'arriver à lui dire comment nous pensons que cette chose-là puisse se faire et que ça puisse se faire à moindre coût. Notre réflexion d'aujourd'hui va forcément contribuer, et c'est ce qu'attend d'ailleurs le président de la République, comme tout autre responsable de la société civile et les acteurs politiques également. Aujourd'hui, il s'agit de concertation. Nous sommes à distance, notre concertation avec l'autorité, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de mener une réflexion qui lui parviendra, et ce sera une contribution par rapport au document qui va matérialiser le nouveau code électoral par lequel les dispositions qui vont permettre la gestion de cette question-là seront précisées. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il s'agit d'abord de faire un constat. Ça, c'est la situation réelle. Comme vous le voyez, je matérialise d'un côté le Sénégal et de l'autre la diaspora. Lorsque, par exemple, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, les vôtres qui sont au Sénégal votent, lorsqu'ils mettent un bulletin dans l'urne, ce bulletin-là, il compte deux fois. Il compte dans un premier temps pour la liste nationale et il compte dans un second temps pour la circonscription locale. En clair, pour par exemple Cheikh Omar qui habite le département de Sédhiou, lorsque sa famille à Sédhiou jette le bulletin dans l'urne, ce bulletin-là, il compte pour l'élection du député de la circonscription de Sédhiou et ce même vote est pris dans un second temps pour compter dans l'élaboration, l'estimation ou le décompte de l'élection des députés au plan national. Parce qu'au Sénégal, l'élection se passe sur deux listes. Une liste majoritaire au niveau des départements. Celui qui est majoritaire, il prend, c'est ce qu'ils appellent le système du Raougadou. Dans le département de Dakar, celui qui arrive en tête, il prend tous les sièges. Il y en a 7. Dans le département de Ziguinchor, il y en a 2. La liste qui arrive en tête prend les 2 sièges. Même si tu devances l'autre de 3 ou 4 voix, ce n'est pas ça le problème, c'est que tu es devant, le nombre de députés te revient. Alors que nous, si vous voyez les Sénégalais de la diaspora, lorsque nous votons, puisque la diaspora n'existait pas en tant que circonscription électorale, notre vote ne comptait que pour l'établissement du résultat de la liste nationale. C'est pourquoi tous ceux qui, jusqu'à présent, siègent à l'Assemblée nationale et parlent au nom de la diaspora, dans une certaine mesure, on peut les critiquer, dire que ce n'est pas nous qui les avons choisis, parce que le choix qui a permis leur élection à l'Assemblée nationale est un cumul des voix de la diaspora, de Sédhiou, de Ziguinchor, de Kolda, de Oussouye, de Dakar, de Nguerkor, de Koumpentoum, etc. Est-ce que les gens de Koumpentoum, de Ziguinchor, de Dakar ou de Mbour connaissent ces élus-là? Ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. Donc c'est le système de panachage qui faisait que ces personnes arrivaient à l'Assemblée nationale et se disaient députés des Sénégalais de l'extérieur. Ce qui, dans un sens, peut ressembler à une usurpation. Mais c'est le texte qui était ainsi fait. Et un jour,
que j'en parlais, Maître Wade me dit, ces dispositions-là, je les comprends suffisamment bien. C'est pourquoi, depuis que le code a été adopté, je vous permets d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Je prends parmi vous des députés à l'Assemblée nationale. Et c'est réel. Le premier député que le Sénégalais issu de la communauté des Sénégalais de la diaspora élu à l'Assemblée nationale, c'est le député Modissi. Modissi était le représentant du PDS en France et il était un agent de la régie Renault. C'est Modissi qui a été élu pour la première fois en 1993 et Maître Wade l'avait placé sur la liste nationale à la 14e place parce qu'il espérait que le PDS, il était sûr que le PDS allait engranger plus de voix que la position de Modissi. Et c'est ce qui a permis que le premier émigré siégeant à l'Assemblée nationale, c'était donc le député Modissi, pour l'histoire. Toujours dans cette liste nationale, c'est ce même principe qui s'est poursuivi. 5 ans après, en 1998, rebelote, puisque le code n'avait pas été modifié. Donc c'est à nouveau le même Modissi qui a été reconduit par Maître Abdoulaye Wade sur une position éligible et il est à nouveau passé député, mais toujours sur la liste nationale avec le panassage des voix. C'est en 2001, Amadou Siré Sall, que beaucoup parmi vous connaissent, donc a été élu sur le même principe, réélu en 2007 également. Donc c'est pour dire que jusqu'à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, si le code électoral n'est pas modifié, il le sera parce que c'est une décision forte que le président de la République a prise en l'inscrivant dans la Constitution. Donc si le président n'avait pas pris cette disposition-là, on allait encore continuer à choisir quelques personnes issues de l'immigration, les envoyer à l'Assemblée nationale et dire qu'ils nous représentent alors que ce ne sont pas nos voix seulement qui les envoient à l'Assemblée. Vous verrez que pour la diaspora, donc comme je l'ai dit, quand on vote, nos voix, j'ai mis des points d'interrogation, ça va directement à la liste nationale parce qu'il n'y avait pas de circonscription diaspora. Vous comprendrez alors que le sens de la proposition et le sens de la décision prise par M. le Président de la République, c'est justement de créer un département diaspora, mais lui parle de région diaspora. On peut voir, par exemple, ces raisons-là, je disais tout à l'heure, pourquoi on est en droit de demander à ce que l'autorité prenne en compte cette revendication. Tout le monde sait, et nous savons et nous entendons tous, que chaque année, les émigrés envoient dans le pays environ 900 à 1000 milliards de francs par an au Sénégal. Et ces sommes-là, dites-moi un seul département, hormis Dakar, où il y a le port, où il y a l'aéroport, où il y a les plus grandes zones industrielles, il n'y a aucune région prise individuellement qui contribue plus que nous. Est-ce que donc c'est raisonnable qu'une diaspora qui contribue autant ne puisse pas choisir comme les autres départements intérieurs qui, eux, choisissent eux-mêmes? Donc, c'est cette injustice-là qui avait été dénoncée à nouveau. Et ça aussi, c'est pour que les gens puissent voir qu'il y a quelqu'un qui était lésé. Voilà. Il y a aussi, pour justifier la demande, parce que malheureusement, il faut justifier les choses. Quand vous dites que c'est pas bien, donc on devrait pouvoir, etc. Mais c'est les départements de la diaspora, parce que c'est le président qui l'a annoncé. Ici, on s'attaque à un problème politique. C'était une promesse de campagne, comme on dit. À partir de ce moment-là, notre rôle à nous tous, c'est de dire aux politiques, lorsque vous nous dites une chose, vous devez vous y tenir. Vous devez vous y tenir. Les beaux discours de campagne électorale qui engagent, qui agrègent des voix et des votes, une fois élus, ce n'est pas juste. Et ce n'est moralement pas acceptable qu'après, vous fassiez comme si vous n'aviez jamais rien dit. Donc c'est ce qui fait que aussi, nous on parlait de département diaspora, de circonscription extérieure, par exemple, pour ce qui me concerne, je parlais de considérer l'Europe comme une circonscription électorale, comme un département, l'Amérique, pareil, comme un département, l'Afrique comme un département, l'Asie et le reste du monde comme un autre département. Et faire une application stricte des dispositions du code électoral. C'est le code électoral qui dit que dans chaque département est affecté un nombre de députés de 1 à 7. Et ce nombre est déterminé en fonction de la densité de la population.
puisque le président a décidé que nous serons une région, donc une région forcément au minimum de départements, ben on espère qu'il y aura les départements diaspora. Notre rencontre d'aujourd'hui a pour objet de lui dire que oui, pour la région, dites-nous combien de régions. Et nous vous proposons que ce soit une région, un département Europe, un département Afrique, un département Amérique, un département Asie et éventuellement un département reste du monde. Et on ne demande rien de particulier, on demande juste que ce qui est prévu dans le code électoral, ben, que vous l'appliquiez au niveau de cette distinction. Donc il n'y a rien. Il n'y a pas de l'anti-maquis ou de très maquis dans la proposition. On ne le hait pas, on ne l'encense pas. On lui rappelle juste les promesses qui avaient été faites. Donc, 15e région, nous l'attendons, cette décision, elle est importante. Je n'ai pas voulu m'arrêter beaucoup sur les statistiques parce que c'est le dada de tout le monde. La représentativité des Sénégalais à la diaspora, comment ça va se faire? C'est ça la véritable question. Comment? Nous savons tous. Moi, j'ai été appelé à plusieurs reprises par des personnes qui me disent « Mais bon, moi, je prends en charge, je te prends en charge, parce qu'il faut nous voir avec le président. » Oui, je veux bien qu'on aille lui parler, lui dire qu'il nous faut des députés pour la diaspora. Mais comment il va le faire? Parce qu'il faut aujourd'hui que la question de la circonscription soit réglée. Ça va être une, ça va être deux, ça va être trois, ça va être quatre. Le comment, il est extrêmement important. Et il y a ce que l'on appelle une jurisprudence en droit. Au Sénégal, cette question-là, si aujourd'hui il n'y a pas de loi organique qui est prise pour pouvoir régler la question du choix des députés, on va vers une grosse difficulté parce que ce seront les anciens textes qui vont s'appliquer et ils ne permettront pas le choix de députés au niveau de la diaspora. Ce seront toujours des personnes qui vont être cooptées, placées sur une liste nationale et ça passe. Et par contre, si on n'y prend pas garde, on va vers ça. Il y a de fortes probabilités pour que l'on en arrive à cette possibilité-là. Parce qu'il y a des contraintes au WADA qui imposent aux États africains de ne pas toucher à leurs textes législatifs 6 mois avant l'élection. Si on sait que les députés dont les mandats sont en cours actuellement, leur mandat arrive à échéance le 30 juin. Le 30 juin, ces députés qui sont élus au Sénégal, leur mandat sera terminé, donc ils ne pourront plus siéger, sauf s'il y a une prorogation. Donc, on risque de nous trouver devant une situation où, si on ne prend pas les dispositions, je vous parle du 30 juin donc, au plus tard, le 20, 25 ou 31 décembre 2016, si le code électoral n'est pas modifié, on aura un problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons cette proposition-là pour faciliter la réflexion de M. le Président de la République. Et nous le faisons en douce, alors que c'est une vraie pression que nous exerçons, mais en douce avec intelligence, contrairement à ceux qui s'acharnent sur lui au niveau local, qui partent de partout pour aller le rencontrer et mettre la pression pour qu'il règle cette question. Comment il devra le faire? C'est d'abord se déterminer. Il faudra qu'il nous dise combien de députés il compte affecter au Sénégal de la diaspora. Aujourd'hui, pour rappel, il y a 150 députés à l'Assemblée nationale. 150 députés à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et nous le savons tous, la population sénégalaise critique énormément son député. Les députés sont énormément critiqués par leurs électeurs qui ignorent pour une large part leur travail. Mais croyez-moi, le député qui est à l'Assemblée, qui veut véritablement faire son travail, c'est un gars qui n'a pas de temps. C'est un gars qui bosse dur. Parce que quand on lit le règlement intérieur de l'Assemblée, on voit qu'il n'y a pas de place qui est laissée à la fainéantise. Leur agenda devrait en principe être plein. Parce qu'entre les travaux de commission, les plénières, l'élaboration des documents, la prise de connaissance des documents, etc., très honnêtement, ils sont extrêmement pris, normalement, pour ceux qui travaillent. Malheureusement, le constat que la majorité des gens de la population, que nous constatons tous, c'est que pour la plupart du temps, nous voyons qu'ils sont très souvent absents. Dans ce que nous voyons, ce sont les plénières, dans ce que nous apprenons de ce qui se passe au niveau des travaux de commission aussi. Ça, on ne peut pas beaucoup faire de témoignages, mais ce que l'on voit en plénière, en tout cas, des absences, on en voit pas mal.
c'est que le président règle cette question-là du comment. Premièrement, en déterminant le nombre. Deuxièmement, en disant comment on va les choisir. Au sein d'une circonscription unique ou au sein de plusieurs circonscriptions électorales. Si c'est une circonscription unique, ce n'est pas un problème. On a eu la jurisprudence dont je parlais avec l'élection des sénateurs représentant les Sénégalais de la diaspora en 1999. Il y a eu élection, il y a eu vote. Chaque liste devait refléter la diversité géographique des migrants. C'est-à-dire que le doyen Moussa Mané ou la sœur Rokhaya Ndiaye ne peuvent pas établir des listes et dire « moi je suis de Casamance » ou « moi je suis de Thiès », je mets que des gens de Thiès. Ou je suis résident en Europe, je mets que des gens d'Europe. La liste aurait été irrecevable. Les listes devaient à la fois faire un panachage. Quelqu'un d'Europe, quelqu'un d'Afrique, quelqu'un d'Amérique, ainsi de suite. Donc, c'est une réponse au comment. Soit une circonscription unique, à ce moment-là, il faut que les listes fassent ce panachage-là, de sorte que demain, si la liste de Mme Ndiaye est élue, que cette liste-là, on y trouve à la fois des gens qui comprennent les réalités de l'Europe, des élus qui comprennent les réalités de l'Afrique, des élus qui comprennent les réalités de l'Amérique et qui soient à mesure de les porter à l'Assemblée. Si ce n'est pas le cas, on aura échoué. Parce que jusqu'à présent, la plupart des députés issus de la diaspora sont des députés de France. Ce sont des gens qui sont en France. Moi, j'ai soutenu ces députés-là et j'allais en campagne en Afrique très souvent et on gagnait toujours avec le PDS. Mais aujourd'hui, ces élus, jamais personne n'a été dans ces localités-là. Par exemple, vous prenez la Gambie, où le PDS n'avait jamais gagné avant que j'y aille. Et depuis qu'on gagne et que les élus siègent à l'Assemblée, aucun n'y met les pieds. Et pourtant, ce sont les députés de la diaspora. Donc, vous voyez qu'il faut que ce soit quelqu'un d'Afrique qui connaît les réalités d'Afrique. Aujourd'hui, ce que nos frères et sœurs vivent au Gabon, actuellement là, la frayeur qu'ils ont, nous ne l'avons pas, nous, à Paris, ici. Les inquiétudes que les gens proches de Mbayang, dans les Émirats, avaient, nous ne les avions pas ici, en Europe. Et nos problèmes, ils ne les ont pas. Nos problèmes, ils ne les ont pas non plus. Dans le comment, donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais passer et, si l'occasion nous le permet, je vous ferai parvenir le document pour ceux qui le souhaitent. À quel prix? À quel prix? Un député, il a un coût. Un député, ce n'est pas gratuit sa mission. Elle est rémunérée. Dans tous les pays du monde, en tout cas dans la plupart, au Canada, ailleurs, il paraît qu'ils sont pris en charge autrement. Mais en tout cas chez nous, ils perçoivent une rémunération mensuelle. À côté de cela, il y a donc dans un premier temps la rémunération que l'élu reçoit. C'est une rémunération pour le député simple. C'est une rémunération aujourd'hui qui est de 1 300 000. Quand un député est élu à l'Assemblée nationale, il reçoit un véhicule de fonction. Ça, c'est sous Wade. Sous Diouf, c'était les députés membres du bureau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée, les vice-présidents, le questeur est son adjoint, et les présidents de commission, c'est eux qui étaient dotés de véhicules. Mais quand Wade est arrivé en 2000, il a dit que ce n'est pas normal, parce que ça a été un opposant. Il a subi un peu l'inéquité par rapport à cette question, parce qu'il a été pendant plusieurs fois député opposant, et il a vu que ce n'était pas juste. Que les députés membres du bureau, parce que c'était le parti au pouvoir qui prenait tous les sièges de membres du bureau, à part le poste de président de groupe parlementaire, et tout le reste c'était avec eux. Donc, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'un député qui a des moyens, ces moyens-là servent aussi à la campagne et à la politique pour le parti qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, quand il est arrivé, il a estimé que ce n'était pas juste. Il a doté tous les députés, membres du bureau ou pas, d'un véhicule. Alors, tous les députés également qui sont élus à l'Assemblée nationale sont logés. Le logement pour les députés de province, ils ont un studio dans l'un des hôtels de députés à Dakar. C'est normal, c'est une prise en charge, il faut le leur accorder. Mais cela a un coût. Le véhicule, ce n'est pas banal, c'est un véhicule 4x4.
Le salaire, on voit très bien par rapport aux revenus des Sénégalais, ce n'est pas un tout petit revenu. Mais ça vaut le coup pour le travail, s'ils le font. C'est pour les membres du bureau. Alors, donc je disais tout à l'heure que les conséquences par rapport à la nouvelle disposition issue de la réforme constitutionnelle, c'est que si le président écoute ceux qui exercent cette pression-là sur lui, pour l'amener à dire qu'il envoie 15 députés immigrés à l'Assemblée nationale, qui va augmenter le nombre de députés, sa mesure, à mon sens, sera très impopulaire. Parce que pour un tout petit pays endetté comme le Sénégal, vouloir encore nous rajouter aux 150 députés qui sont là, qui sont lourdement pris en charge, rajouter encore un nombre de députés, pour moi, ce n'est pas la solution. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, j'avais évoqué le mode d'élection. Soit on est élu sur la liste nationale, soit sur la liste départementale au niveau des circonscriptions. Il ne s'agit pas pour nous de toucher aux circonscriptions. Les 45 départements du Sénégal devront avoir leur élu. Mais la liste nationale, à partir de laquelle tous les Sénégalais sont d'égale dignité, égales à part entière sur cette liste-là, on devrait, c'est le sens de la proposition, monsieur le ministre conseiller, que je vous prie de transmettre à monsieur l'ambassadeur, c'est le sens de la question que le président de la République n'augmente pas le nombre de députés. Ce n'est pas pertinent. Augmenter le nombre de députés, c'est augmenter des charges. On le verra tout à l'heure, vous l'avez vu déjà. Là, il s'agit de faire une mesure, de prendre une décision politique courageuse. Et en 2005, il avait répondu pour dire que c'était bien. J'ai rencontré le professeur Madior Diouf du RND. Il m'a dit, je ne trouve pas meilleure solution que ça. Le professeur Bachili de la LDMPT, la même chose. Je ne trouve pas meilleure solution que ça. Khalifa Sall, à la place d'Ousmane Tanor Dieng, qui était absent de Dakar à cette époque-là, qui n'a pas trouvé mieux. Mamadou Diop Decroix, que Landing Savané m'a demandé de rencontrer à cette époque-là, qui me dit n'avoir pas trouvé mieux. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, tous les leaders politiques, en tout cas à la grande majorité, ceux que l'on peut appeler des experts ou des éminences grises en matière politique, trouvent que la proposition que je vous fais là, que je demande à monsieur le ministre conseiller de porter auprès de l'ambassadeur et auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, c'est celle-là. C'est de dire à monsieur le président de la République que la revendication des Sénégalais de la diaspora, il peut la satisfaire. Mais satisfaire cette demande-là ne veut pas forcément dire augmenter des charges, augmenter le nombre de députés. La proposition pertinente que nous lui faisons et qui lui permet de régler la question de la représentation des Sénégalais à la diaspora, c'est juste de prélever de la liste nationale, le nombre de sièges à affecter aux Sénégalais de la diaspora, et le problème est réglé. Il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Maintenant, les sirènes, les groupes de pression, les lobbies qui l'envahissent et qui mettent la pression sur lui pour qu'il engage cette réforme-là en augmentant des charges, croyez-moi, ça risque encore de nous amener des soulèvements et de rendre la mission du député encore beaucoup plus inacceptable. Nous avons vu qu'ils ne sont pas sous-payés. On verra en conclusion ce que ça nous coûte. Aujourd'hui, si le président de la République décide d'augmenter, par exemple, le nombre des députés de 10, il aura engendré 2,345 milliards de charges pour le Sénégal. 10 députés. Il augmente 10 députés pour leur mandat de 5 ans. Ça fait minimum cela, en ne prenant en compte que les 3 postes que je vous ai fait apparaître tout à l'heure. Et l'on sait que ça ne s'arrête pas là. Devons-nous rester silencieux et laisser juste les grands lobbies aller vers lui pour le pousser à prendre des mesures impopulaires? Celle-là, elle en sera une. Augmenter le nombre des députés pour régler la question des députés des Sénégalais à la diaspora, ce n'est pas pertinent. Il y a une autre solution et c'est celle-là. Et ça fera économiser à l'État ces 2,345 milliards qui peuvent servir à autre chose. Combien de lycées on peut faire avec? Combien de collèges?
Voilà, en indication chiffrée, les éléments dont je vous parlais. Ça, la rémunération, j'ai parlé à des élus, j'ai parlé à des députés. Là, j'ai pris la rémunération du député de base, c'est-à-dire le député qui n'est ni président de commission, ni membre du bureau. Ce qu'il perçoit à la fin du mois, c'est 1 300 000 de revenus. Dans l'année, vous voyez que donc l'élu perçoit 15 600 000. Et pour son mandat, il perçoit 187 millions. Donc, vous voyez donc que le député pour son logement. Le logement du député, son studio, parce que c'est un studio meublé dans le cœur de Dakar, et je l'ai sous-estimé. Le montant, je l'ai sous-estimé, croyez-moi. Parce qu'un studio comme celui-là, dans le cœur de Dakar, loué au mois, il doit dépasser cela. J'ai été reçu dans son studio par le député Aliou Dia, que j'avais fini par aborder parce qu'il était excellent en wolofal pour expliquer justement ces propositions-là, pour que le commun des Sénégalais le comprenne et que les gens nous soutiennent dans cette proposition-là. Vous voyez qu'il y a aussi d'autres avantages. Et ces autres avantages-là, ils sont multiples. Quand un député est élu, il y a donc une mutuelle. La mutuelle prend en charge la famille, l'épouse, les enfants, quelquefois on guise l'oncle, la tante, etc. Et ce sont des charges en médicaments, en ceci, en cela. Lorsqu'un député est élu, il y a les voyages et autres. Augmenter le nombre de députés, ça peut supposer aussi augmenter les effectifs lors des missions. Tout cela, ce sont des pressions que nous devrions refuser. Un député coûte au final 234 500 000 pour un mandat. Oui, next. On voit donc que pour cette assemblée, si on fait le choix, c'est ce choix-là que je trouve pertinent. Parce qu'aujourd'hui, si on estime la population des migrants, des Sénégalais, la diaspora, on peut l'estimer à une population voisine de celle de Dakar. Puisque c'est Dakar qui a le plus de postes de députés octroyés, avec 7, on peut légitimement accepter que le président de la République octroie un siège de plus, voire aller jusqu'à une dizaine, ça peut être raisonnable. Mais je précise encore une fois, ce chiffre, je l'ai pris parce que ça semble être la tendance vers laquelle le président va aller. Parce que dans les mémorandums que je lui ai envoyés, j'avais déterminé le nombre X de députés. Le X, en lettres grecques, ça veut dire 10. Mais je ne demandais pas 10 députés. Je disais le nombre X, c'est-à-dire à lui de voir, mais qu'il fasse application du code électoral. Et la question aurait été réglée. Donc, on voit ce que ça coûte. Imaginez, par exemple, que le président augmente et qu'il nous augmente 15 députés. Voilà ce que ces 15 députés-là coûteraient à la République. Au bas mot. Oui, au bas mot. Ça, encore une fois, comme je le dis, c'est en prenant le député de base. Le député de base, qui ne coûte que ça, qui n'a pas d'essence, qui n'a pas le second véhicule. Parce que les députés membres du bureau de l'Assemblée, ils ont un second véhicule. Les députés membres du bureau de l'Assemblée sont pris en charge par le logement. Les membres du bureau, ce sont donc le président, qui est élu pour 5 ans. Il y a 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus, 2 questeurs. Et les présidents de groupes parlementaires. Il y a 2 groupes parlementaires. Donc, eux tous bénéficient du véhicule que tous les députés ont et ont un second véhicule qui est lié au rang qu'ils ont, au rang de membres du bureau de l'Assemblée. Donc, on voit très bien que là, si on voulait pousser l'analyse, le but, ce n'était pas de faire peur, mais c'est de montrer qu'il y a un coût qui est assez élevé. Et ça, dites-vous bien que si M. le Président de la République adopte la disposition de ces lobbies qui veulent le pousser à mettre 15 députés, voilà ce que ça peut nous coûter au minimum. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça voudra dire que tous les 5 ans, il faudra qu'on ressorte encore ces sommes-là. Ça peut aller ailleurs, raisonnablement. Ça peut aller ailleurs. Hein? Voilà.
vraiment, je pense qu'on peut continuer jusqu'à ce soir, mais je préfère vous laisser quand même la parole pour que on fasse un travail interactif. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Donc on va laisser la parole au public, Madame la. Regardez mon micro pour répondre. C'est l'autre. Mesdames, Messieurs, je pense qu'après cette conférence bien documentée, bien réfléchie et un contenu bien mûri, la parole est à vous. Je me passerai vraiment de faire un résumé de cette conférence parce que je pense que ça a été bien expliqué en fond. Donc, une liste est ouverte pour ceux qui veulent intervenir. Posez-lui toutes vos questions. Nous sommes là pour ça. Et directement, si vous voulez aussi, on peut distribuer... À chaque fois que quelqu'un va intervenir, je me déplace pour et la, je remets le micro. La caméra, oui. Voilà. Il est où le deuxième micro ici? Ah, ok. De ce côté. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier le conférencier, M. Pape Kabo, et toute son équipe, mais également l'adjoint au maire, M. Gassama, et notre ministre conseiller ici présent. Remercier l'Assemblée donc, de ce déplacement, malgré que ce n'est pas évident. Je tenais à remercier vivement M. Kabo pour ce brillant exposé qu'il nous a livré. Je crois que il a été très pragmatique, c'est court, mais d'un contenu très riche. Et vous nous avez franchement donné des informations qui sont utiles pour le pays. Parce que depuis l'adoption de ce texte référendaire qui stipule la désignation ou l'augmentation du nombre des Sénégalais de l'extérieur, nous sommes jusqu'à présent restés sur notre faim, sur les modalités de désignation, comme il l'a tantôt dit, le nombre des députés. Tantôt j'entends parfois les gens dire, et certains disent que ce sera 2 députés des Sénégalais de l'extérieur. Mais surtout le plus préoccupant dans cette histoire, dans cette question, c'est le mode de désignation des Sénégalais. Et je crois qu'il nous a bien servi dans les explications qu'il a données sur le mode de scrutin, parce qu'il faut comprendre les modes de scrutin pour pouvoir mieux connaître et comprendre comment les députés sont choisis et comment ils sont désignés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des députés qui sont choisis. Parce que ça, c'est une prérogative qui revient souvent au chef de parti. Je ne parle même pas de la personne du président de la République. C'est par affinité parfois que les choix sont portés sur des personnes. Alors qu'un député est censé porter les doléances, les préoccupations de la localité ou donc des localités qu'il est censé représenter. Il doit être les réalités de la localité, des personnes dont il est censé représenter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À l'Assemblée nationale, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme d'ailleurs dans la plupart des institutions aujourd'hui, il y a une floraison d'institutions au Sénégal. Nous avons le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons là le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais
c'est souvent le cooptage qui prime sur vraiment le mode de désignation légal. Et cela nous conduit souvent à des dérives institutionnelles. Quand je dis dérive institutionnelle, parce que c'est une dénaturation de nos institutions. Nous faisons perdre à nos institutions les valeurs qu'elles doivent préserver, qu'elles doivent garder. Et cela reflète aussi notre image. La diaspora a un rôle important à jouer. Il l'a toujours joué. Parce que la contribution de la diaspora aujourd'hui, c'est plus que le budget. « 1000 milliards, 900 ou 1000 milliards, parce que souvent, on joue avec les chiffres. On est entre 9 et 1000 milliards. Quand ces fonds, aujourd'hui, et normalement, quand ces fonds sont destinés, s'ils arrivaient là où ils devaient arriver, je crois que la diaspora, on aurait dû avoir moins de problèmes, moins de soucis. Mais il n'y a pas de suivi. Souvent, ces fonds qui sont envoyés sont destinés à des besoins alimentaires. Tout ce que nous envoyons aujourd'hui, c'est pour des besoins alimentaires. Quand tu as des projets aujourd'hui au Sénégal, tu as un problème de suivi, tu as un problème de confiance, tu n'as pas quelqu'un en qui faire confiance. Et cela, je crois qu'il revient à nos députés, des gens qui seront censés représenter les Sénégalais au sein de l'hémicycle, de porter cette doléance des Sénégalais de la diaspora. Il y a pas mal de problèmes. La diaspora est une région qui a une importance capitale, que ce soit dans l'économie nationale, mais aussi qui contribue à la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fils du Sénégal qui se sont retrouvés ici pour participer à la réflexion. Monsieur Kabo, je tenais à vous remercier pour ce travail que vous avez mené depuis tant d'années. Parce que c'est une révélation. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore étudiant au sein donc, du collectif des cadres de la Casamance. Au sein duquel collectif, il a eu à mener un travail extraordinaire. Parce qu'il nous a inspirés depuis tant d'années, quand j'étais encore étudiant. Et il continue d'œuvrer dans le même sens ici au sein de la diaspora. Donc je crois que vous méritez le salut de toute la diaspora. Nous avons besoin de telles initiatives que les gens puissent être conscientisés. Les partis politiques ont d'autres préoccupations. Mais je crois que c'est à la société civile ou des gens de bonne volonté comme vous de prendre de telles initiatives pour informer le peuple, pour informer les compatriotes. Parce que beaucoup aujourd'hui ignorent, même les politiques qui nous sommes, ignorons les contenus. Ça, je ne le cache pas. Aujourd'hui, les dangers, le coût que cela peut générer, c'est une cause sur le dos du contribuable sénégalais. Donc au passage, je ne me suis pas présenté au départ parce que je suis politique. Je représente un parti politique, donc qui est l'Union centriste du Sénégal, sans faire de la publicité, vous m'excuserez. Mais j'avoue que ce que j'ai appris aujourd'hui me servira à moi. Et aussi, je vais en faire bénéficier d'autres. Et je souhaiterais que de telles initiatives puissent se tenir très souvent. Et pourquoi pas, certainement, d'ici la fin de l'année, comme vous l'avez dit, essayer donc d'exercer la pression sur l'autorité compétente donc pour que ces doléances, ces questions, ces recommandations puissent être prises en compte. C'est sur ce que je vais terminer et je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, bonsoir, merci. Permettez-moi de vous remercier de votre présence et de remercier M. Pape Kabo. J'aimerais vous remercier pour deux raisons. Déjà, vous m'avez clarifié les zones d'ombre sur les propositions référendaires qui ont été adoptées. Et secondo, Pape, merci beaucoup parce que vous êtes un homme honnête. Vous êtes honnête parce que vous avez dit oui au président de la République pour augmenter le nombre de députés. Pour ne pas augmenter le nombre de députés de la diaspora, mais vous êtes pour des députés de la diaspora. Ce qui veut dire
Contrairement à ce qui se passe souvent dans des pays où les partis politiques, on le sait bien, pour des problèmes de sensibilité de certains citoyens ou des membres, décident d'augmenter le nombre de députés. Je me suis amusé à faire un tableau comparatif en interrogeant mon ami Google pour essayer de voir combien de députés on a à travers des démocraties civilisées, occidentales plus précisément, excusez-moi du terme. Donc, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, on a un député pour 730 000 habitants. On voit tous récemment en Allemagne un député pour presque 130 000 habitants. En France, on a eu 482 députés depuis 1900, avant même 1962. Depuis 1962, à l'époque, l'Algérie était française. Quand l'Algérie est devenue indépendante, la France a gardé le nombre de députés à 482. Là, sachant qu'aujourd'hui, la population française ayant augmenté de 40%, si on suivait la logique du nombre d'un député pour X ratio de population, normalement, le nombre de députés devait suivre de façon exponentielle à la croissance de la population. Ce qui ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du temps où on parle de réduction du train de vie des États. On sait, en Afrique, on n'est pas maître de notre propre économie. On subit des programmes d'ajustement structurel venant des institutions, soit du FMI ou de la Banque mondiale. Donc venir dire que oui, je suis pour les députés de la diaspora, mais monsieur le Président, de grâce, n'augmentez pas le nombre de députés, j'ai dit merci Pape Kabo. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui court derrière le pouvoir. Vous aurez dû vous limiter. J'ai fait une proposition pour des députés de la diaspora, et monsieur le Président, vu le nombre de population de la diaspora, il nous faut 20 députés. C'est vrai que ça aurait choqué peut-être la population sénégalaise. Là, vous avez marqué le pas. Et je pense que moi, je vous suis. Il faut des députés de la diaspora, mais il va falloir revenir sur le système de nomination des députés. Et puis, moi, je ne comprends pas comment travaillent les députés. Je ne me suis jamais intéressé à la question. Mais j'ai essayé de comprendre un tout petit peu en France comment ils travaillent les députés. Je sais qu'un député est censé proposer des lois et les voter. Mais est-ce qu'au Sénégal, en élisant des gens qui ne savent même ni lire ni écrire, sont dans la capacité de faire des propositions de loi? Est-ce que ne devrons-nous pas s'interroger aussi sur cette question, sur l'éligibilité des gens qui doivent nous représenter à l'Assemblée? Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre même de 150 députés, par rapport au ratio de la population sénégalaise, n'est pas excessif? Toutes ces questions, pour moi, méritent une réflexion. Est-ce qu'on a besoin même au Sénégal d'avoir un Sénat par rapport à la représentativité de la population? Donc, moi, je ne vais pas m'y attarder, je ne m'y connais pas trop, je suis novice dans la politique. Je suis venu écouter, parce que Pape m'a invité, la question m'a intéressé. Ce que j'ai entendu m'a plu, et je vous remercie. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur le conférencier, bonjour et merci. Voilà, moi j'ai une question surtout. J'ai bien compris le sujet. Dans son esprit, c'est assez séduisant et je trouve que ça mérite du crédit. Mon problème, enfin, ma question porte sur la forme. On parle de députés de la diaspora, c'est vrai qu'on a besoin de gens qui représentent la diaspora, qui portent leur parole. Mais je voudrais savoir, par rapport à la faisabilité, par rapport aux sensibilités politiques qu'il y a au niveau de la diaspora, par rapport à la tendance des gens de la diaspora à se constituer en communauté, est-ce que cela est facile à réaliser? Et quel sera le mode de désignation de ces députés par rapport à la couleur politique? Voilà, quels seront les critères? Comment vous pensez que cela puisse se faire? Voilà, telle est ma question. Mais en tout cas, comme je dis, dans son esprit, ce projet mérite crédit. Je sais que vous travaillez depuis toujours dans ce sens-là. Mais moi, je vous félicite et je vous encourage. Et je me dis que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on aura dit qu'au moins Pape a essayé
et qu'il a proposé quelque chose. Et pour cela, merci et bon courage. En restant sur place. Non, c'est bon. Bonjour, moi je m'appelle Nafisa Mbodji. Bon, ça fait un certain nombre d'années que je suis en France. Je vous remercie de cet exposé assez brillant qui nous a éclairci quand même, parce que depuis un certain temps, on nous parle des députés de la diaspora. Moi, ce qui m'a choqué en fait, c'est quand on fait un référendum, on dit on va désigner des députés de la diaspora ou nommer des députés de la diaspora. Un député, il est élu. Il n'est pas nommé ni désigné. Donc, je crois qu'il y a l'opposition même qui a refusé qu'on augmente le nombre de députés. Je crois qu'il y a eu, ça a été le PDS, le Front, machin. Ils ont refusé qu'on nomme ces députés-là, qu'on augmente, sur le principe de l'augmentation de 10 députés. Et je crois qu'ils ont parfaitement raison. Moi, je les soutiens là-dessus parce que je crois qu'aussi on a été malmenés ces derniers temps pour des histoires de binationalité et qu'on le sait tous. Moi, je ne comprends pas que les députés, effectivement, il y aura des élections législatives normalement en 2017. Donc, moi, je ne voyais pas qu'il y ait un débat pour qu'on augmente les députés à 10. Un député, il est élu. Donc, je pars du principe qu'en 2017, la diaspora doit présenter ses candidats. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, on vote tous, on se déplace pour aller voter au présidentiel, au législatif. On vote ici. Le gouvernement met tout à notre disposition, que ce soit ici, en Italie, tout le monde vote quand il y a des élections au Sénégal. Et donc, on peut en même temps voter pour les députés de la diaspora. Et dans ce cas aussi, pour que la diaspora se mobilise, parce qu'on a du mal à s'organiser, nous, la diaspora, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, c'est pareil. Il faut aussi qu'on ne reste pas là, qu'on nous impose des députés ou des trucs comme ça qui sont du clientélisme politique. On a vu les députés, vous avez cité Modissi, Amadou Siré Sall, mais ils nous ont servi à quoi? Jamais. Moi, ils n'ont jamais porté ma voix, ils n'ont jamais porté de revendications, ils n'ont jamais organisé une réunion pour voir nos doléances et tout. Donc, il faut aujourd'hui qu'on laisse la diaspora s'organiser, présenter sa liste de députés, que ce soit en France, en Italie, et on votera sur ces listes en 2017. Qu'on ait 10 députés, qu'on ait 20 députés, ce n'est pas le problème. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Et ces députés, ils vont être où? Ils vont être ici, ils vont être au Sénégal, ils doivent faire quoi? Quels sont les moyens qu'on leur mettra à leur disposition pour travailler? Effectivement, si, je ne sais plus, au fin fond de la Chine, s'il y a 5 Sénégalais qui n'auront pas un député, peut-être il faut que les députés puissent y aller pour les rencontrer, et tout ça. Donc il faut qu'on arrête, il faut que la diaspora, elle se mobilise, elle prend son destin en main. Ces listes de députés, aujourd'hui sur le dernier référendum, on dit que tout Sénégalais peut se présenter. Donc tout le monde peut se présenter en tant que député. Moi, quelqu'un d'autre, un grand marabout, tout le monde aujourd'hui peut se présenter au Sénégal, réclamer les voix des Sénégalais pour être élu. Donc moi, la seule façon de rajouter les députés de la diaspora, c'est de les désigner, enfin c'est de les élire, et les partis politiques ont un rôle à jouer. Parce que tous les Sénégalais qui se déplacent ici pour aller voter, ils vont aller voter par rapport à un parti politique. Donc, il faut qu'il y ait ça. Et il faut que la diaspora, elle arrive à s'organiser, à créer sa liste de députés, faire sa campagne ici en France pour que les gens se lèvent pour aller voter pour tel député, tel autre, parce qu'il a un programme, il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, les Sénégalais, on a plein, la diaspora d'une manière générale, elle a énormément de problèmes. Encore en France, ça va un peu mieux. En Italie, c'est catastrophique. Mais je ne pense pas qu'un président de la République soit élu pour promettre juste à la diaspora, ouais, vous allez amener une voiture qui a moins de 5 ans au Sénégal. Mais ce n'est pas nos problèmes. Qui de vous, aujourd'hui, dans la salle, a une voiture au Sénégal? Ce n'est pas nous. Cette loi est pour les modes du Sénégal. La preuve que tout Dakar est devenu des parkings de voitures à vendre. Soyons sérieux, on a d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous allez à Mantes-la-Jolie, vous allez au Havre, les pères de famille ne savent plus, tirent, comme on dit, le diable par la queue.
Parce que leurs enfants ont grandi, parce qu'ils sont à la retraite, ils se retrouvent avec des loyers de 1 000 €, or qu'ils ont toujours payé 200 € de loyer. Leurs enfants sont en prison. Il y a tous ces problèmes aujourd'hui qu'on... L'autre problème aussi qui est très essentiel qui est là, c'est qu'aujourd'hui, quand on est immigré, qu'on a une carte de séjour, on ne peut pas disparaître de la circulation en France pendant 1 an. On est obligé, on a le droit de rester ici pendant 6 mois, sinon on ne renouvelle pas tes papiers. Or que tu as travaillé dans les usines Renault, tu es resté 40 ans en France. Or qu'un Français qui prend sa retraite, il peut aller vivre en Thaïlande, on ne l'emmerde pas. Et quand il a envie de soigner, il revient ici, on le prend en charge. Il y a des questions essentielles qui sont là, et ça ne partira que sur l'organisation de la diaspora. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Macky n'a pas le droit de désigner qui que soit, ni de nommer qui que soit pour représenter la diaspora. Alors, je vous remercie.